Hello les amis, ça fait super longtemps, je suis trop contente de vous retrouver. Je sais que j'ai dit que je revenais plusieurs fois et que je ne l'ai toujours pas fait, donc ça y est. En tout cas, avec cette vidéo-là, j'ai vraiment été inspirée par les questions d'une amie à une amie qui voulait justement savoir plus sur ma carrière. Et je me suis dit que c'était l'occasion parfaite d'en faire une vidéo, à la fois ici sur YouTube, mais aussi de les poster un peu en séparé sur Instagram. Donc j'espère que ça vous plaira. Je pense que ça peut être utile à n'importe quelle personne qui veut se lancer justement dans la photo, mais aussi à n'importe quelle autre carrière créative parce que il y a beaucoup de ces conseils-là qui peuvent s'appliquer dans d'autres cas. Donc j'espère que ça vous inspirera, j'espère que ça vous aidera. J'ai trouvé ces questions très pertinentes, c'est pour ça que je me suis dit que j'allais en faire une vidéo, mais évidemment je suis sûre qu'il y en aura d'autres, donc n'hésitez pas à me les mettre en commentaire et comme ça continuera à me donner, on va dire, du jus créatif pour revenir ici et pour vous refaire des vidéos plus régulièrement. Mais c'est parti pour cette vidéo-là pour répondre aux questions de Noémie. Donc voilà, j'espère que ça te plaira que je te réponde sous ce format-là. Alors si je regarde un peu en bas, c'est parce que j'ai mes petites notes. La première question de Noémie, c'est comment as-tu eu tes premiers clients? Donc c'est évidemment important, un peu la base de n'importe quel business. Je pense que c'est important de remettre aussi justement le contexte dans lequel j'étais. Je suis maintenant photographe à plein temps depuis plus de environ 5 ans. Et je me suis lancée officiellement quand j'étais à Bali. Donc, mon premier conseil, justement, pour trouver ses premiers clients, c'est déjà de se mettre dans le bon environnement. Bon, je t'arrête tout de suite, je te dis pas de déménager genre à Bali, à l'autre bout du monde, c'est pas pas ce que je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, en France, c'était compliqué parce que malgré le fait que j'aime mon entourage de tout mon cœur, l'entrepreneuriat, c'est pas quelque chose qui fait partie de ma famille, qui fait partie de mon entourage. Et du coup, j'avais beaucoup l'impression de m'affronter avec beaucoup d'obstacles, d'être en fait, c'était compliqué, que je devais un peu me battre avec tout le monde et toujours être dans la résistance. Et je sentais que j'avais besoin d'être dans un environnement qui me propulsait, qui m'aidait et qui allait aussi me faire rencontrer les bonnes personnes. Et pour ça, j'ai testé beaucoup d'endroits. Donc, si tu me suis depuis longtemps, tu le sais, tu as dû suivre un petit peu les étapes. Mais j'étais partie à Berlin pendant plusieurs mois. Je suis partie aussi à Barcelone pendant plusieurs mois. Et là, après ça, j'avais retrouvé un taf à plein temps. Et quand j'ai démissionné de mon taf à plein temps, c'est là où je me suis dit, non, cette fois, c'est bon, j'y vais. Et j'avais l'Asie qui me trottait de nouveau dans la tête, vu que j'y avais aussi vécu pendant 1 an pendant mes études. Et je connaissais Bali. Et je savais qu'à Bali, c'était rempli d'entrepreneurs, c'était rempli de personnes qui se lancent dans plein de carrières différentes et surtout de personnes qui adorent voyager, qui ont un peu les mêmes valeurs, le même état d'esprit que moi. Et sans penser à ce moment-là que j'allais partir à Bali pour justement devenir photographe, parce que je ne le savais pas encore, c'était une parmi 1000 autres idées. Je savais que ça allait être le bon contexte pour moi pour me lancer et sur ça, en tout cas, ça a prouvé être le cas parce que mes premiers clients, je les ai trouvés par le bouche à oreille. Et en fait, Bali, l'avantage, c'est surtout à l'époque, Canggu, maintenant Canggu est devenu énorme, mais à l'époque, c'était quand même vraiment un peu l'effet petit village où tu allais te poser dans un café avec ton ordi et tu avais quelqu'un à côté de toi qui soit parlait la même langue que toi, soit était sur son ordi en train de faire d'autres trucs, et c'était hyper simple en fait de commencer des discussions et du coup de rencontrer beaucoup de monde sans vraiment trop essayer, même si j'ai aussi essayé, mais à travers les cafés, à travers aussi plein de workshops qui sont déjà un peu dans l'état d'esprit que j'aimais et qui du coup forcément vont attirer d'autres personnes qui le sont comme moi. Donc mes premiers clients, c'était vraiment grâce à ça. Ma toute première, on va dire, cliente officielle dans mes photoshoots, en tout cas que je considère dans le style de photoshoot qui est le plus important pour moi, c'est justement une cliente qui était british et qui était avec moi dans un workshop pour faire son vision board de l'année. Et à la fin, je lui disais que justement, moi, la photo, c'était une de mes options. Et elle m'a dit, mais vas-y, on fait un photoshoot ensemble et tout ça. Et elle m'a fait confiance alors qu'à l'époque, j'avais quand même très peu de portfolio.
portfolio. J'avais commencé à faire des shootings gratuits. Donc ça, c'est mon deuxième conseil, c'est vraiment de commencer en fait à juste faire des photoshoots pour ses amis, pour des personnes qui nous inspirent, des personnes en tout cas qui sont assez simples à contacter, pareil, qui sont dans le même coin. Là aussi, l'environnement m'a aidée parce que forcément à Bali, si je voulais trouver des personnes, moi qui à l'époque me parlais le plus, qui étaient vraiment des personnes qui sont dans le bien-être, qui partageaient des messages sur la santé holistique et tout ça, forcément c'était rempli de ça, donc c'était pas trop difficile de trouver, voilà, de contacter des personnes, de leur dire est-ce que ça te dit de boire un café et tout ça, et de voir s'il y avait une connexion. Et s'il y avait une connexion, là on pouvait commencer à lancer les choses, et c'est là où j'ai fait mes premiers photoshoots gratuits. Et dès que j'ai eu les retours en fait de ces photoshoots là, ça m'a grave fait gagner en confiance, parce que je me suis rendu compte que justement déjà j'adorais ça, les personnes étaient trop contentes de l'expérience, et les photos étaient canons parce qu'il y avait déjà tous les ingrédients qui était important pour moi, c'est-à-dire d'être en nature, d'amener voilà, ma touche aussi personnelle de comment je gère mes photoshoots, comment je les fais poser et tout ça. Et ça, je l'avais en fait assez naturellement dès le départ, grâce à toute l'expérience que j'ai eue avant, à travers justement la création de contenu, que ce soit sur YouTube ou que ce soit sur Instagram et tout ça. Donc pour résumer, c'est déjà de se mettre dans le bon environnement. Si c'est pas justement possible en termes physiques, parce que tu ne peux pas déménager ou que tu ne peux pas voilà, de faire un voyage un peu long, quelque part qui t'inspire et tout ça, apporte cet environnement au moins à travers le digital. Donc, va chercher les personnes qui t'inspirent, que sur Internet, justement, va chercher des groupes, des communautés qui te poussent vers le haut et qui te permettent d'avoir cette énergie, de garder cette énergie, en fait, de feu. Moi, vraiment, les premières personnes que j'ai photographiées et que, justement, qui m'ont donné leur retour, c'est vraiment ça qui m'a aussi donné le feu de continuer et de me dire, je touche quelque chose. Et en plus, quand j'ai vu que quelqu'un voilà, me faisait confiance, alors qu'à l'époque, j'avais très peu, justement de photos, de portfolio et tout ça, ça m'a prouvé que c'était possible, et c'est ça qui m'a aussi donné le feu à travers ça. La deuxième chose, c'est justement de faire des photoshoots gratuits au départ, ou en tout cas, voilà, et de faire l'expérience complète. C'est pas parce que c'est un photoshoot gratuit de se dire du coup je vais faire les choses à moitié parce qu'elles me payent pas. Non, imaginez que ces personnes-là sont les personnes qui sont en train de vous payer pour que justement vous ayez des retours qui soient vrais et qui soient authentiques. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième, c'est d'utiliser ce que tu as déjà en termes de matériel. Parce que on peut souvent se mettre des bâtons dans les roues par rapport à ça. Moi, j'avais de la chance déjà d'avoir un matériel, on va dire, correct, parce que je faisais des vidéos YouTube. Donc, j'avais ma caméra Sony A6300 à l'époque, qui est vraiment cool pour la vidéo, qui n'était pas ouf pour la photo. Mais quand on commence à s'intéresser à la photo, on comprend vite que la caméra, oui, c'est important, mais il y a 1000 autres choses qui sont importantes. Et justement, c'est plutôt la lumière, l'environnement, la manière de poser, enfin il y a tellement d'autres choses que de pas se mettre des bâtons dans les roues par rapport à ça, de pas se dire j'ai pas l'argent de commencer. Et sinon, les premiers aussi photoshoots, les premiers clients que j'ai eu à Bali, pour avoir la qualité que je voulais donner en fait en retour, là j'ai pas utilisé ma caméra Sony, là j'ai loué le matériel Canon que j'ai encore aujourd'hui, que du coup aujourd'hui j'ai vraiment acheté et que j'utilise, mais à l'époque je l'ai loué parce que je savais déjà que c'était sûrement ce avec quoi j'allais shooter plus tard, et je voulais que déjà la qualité reflète ça, en tout cas pour les clients. Pour les photoshoots gratuits, clairement j'ai quand même pas mis on va dire de ma poche pour faire ça, mais pour les premiers clients c'est ce que j'ai fait. Voilà, j'espère que c'est assez clair parce que j'ai l'impression que du coup, je mélange un peu tout, mais pour la question, c'est comme ça que j'ai eu mes premières clients, surtout mes premières clientes justement à Bali. Alors, la deuxième question, c'est est-ce que j'étais déjà exigeante à mes débuts dans le choix de mes shoots et de mes clientes pour être en phase avec ce que j'aime vraiment? Donc c'est une hyper bonne question et puis qui se pose en fait tout le long, je trouve, de sa carrière. Mais au début, on va dire que ça s'est fait justement assez naturellement à Bali parce que, encore une fois, le contexte a aidé à ça, vu que j'étais déjà dans l'environnement où c'était beaucoup de nomades digitaux, l'environnement où c'était beaucoup de personnes qui s'étaient intéressées par le yoga, la santé holistique, toutes les choses qui moi aussi m'intéressaient et qui étaient en plus très facile d'avoir un environnement magnifique à l'extérieur pour shooter.
tout ça, forcément, je vais pas mentir, ça a grave aidé au départ, mais ça veut pas dire avoir ma cible idéale, mais ça veut pas dire que après, par contre, quand je suis rentrée en France, c'est là où la complexité s'est ramenée, parce que ce qui s'est passé, c'est que quand j'étais à Bali, je suis rentrée le 1er mars, il me semble que c'était 2019, en pensant revenir 3 semaines après, en sachant que c'était là où justement tout décollait pour moi. J'avais enfin trouvé ce que je voulais faire, j'étais trop contente, je commençais à avoir justement mes premiers clients et tout ça, et là, bam, je me prends la claque que beaucoup se sont pris de Covid, et du coup je suis coincée en France, je ne peux pas retourner à Bali, et évidemment il y a les premiers confinements, surtout le premier, bon là j'ai rien pu faire à part justement me former à fond, essayer de bosser sur plein de trucs de fond, mais dès qu'on a été de nouveau libérés, là par contre j'ai fait en sorte de faire le plus de photoshoots possible, et la stratégie que j'ai trouvée, c'est de faire un tour de France à ce moment-là. Donc j'ai pris la petite Twingo de mes parents qu'ils ont bien voulu me prêter, et je suis partie, j'ai demandé à tous mes abonnés qui voulaient bien m'accueillir chez eux autour de la France, et je suis partie du coup aux 4 coins de la France, dormir chez mes abonnés. C'était une expérience de ouf, et surtout l'avantage c'est que du coup j'ai dit que j'offrais des photoshoots de partout en France, et du coup le fait qu'en plus je passais assez peu de temps à chaque endroit, forcément ça créait ce côté rareté, parce que j'allais pas rester longtemps, donc ça a un peu poussé les gens à prendre leurs photoshoots à ce moment-là. Et par contre à ce moment-là il n'y avait pas de limite, j'ai tout testé. D'ailleurs certains peut-être verront cette vidéo et se reconnaîtront, j'ai même fait justement des photos de pâtisserie, j'ai fait des photos de famille, j'ai fait des photos de couple à ce moment-là. Mais j'ai aussi beaucoup fait de portraits, ce qui était vraiment, en tout cas toutes ces premières années, ça a été vraiment mon axe principal, ça a été les portraits à la fois pour soi et aussi pour les entrepreneurs. Donc ça a été génial pour continuer à me construire un portfolio, surtout pour m'améliorer, pour continuer à apprendre. Et je pense que c'est nécessaire au départ d'avoir un peu cette phase où on teste plein de choses, parce que c'est dur de savoir vraiment ce qui clique le plus avec nous si on n'essaye pas. Et moi, c'est vraiment ça que j'ai fait au départ, mais dès que la demande a, on va dire, augmenté, dès que j'ai commencé à voir que il y avait des gens qui venaient de plus en plus, que j'avais de plus en plus de réservations, et à ce moment-là, c'est là où j'ai commencé à pouvoir devenir plus exigeante, parce qu'évidemment, à ce moment-là, encore un autre détail que je vais rajouter ici, mais quand j'étais à Bali pendant plusieurs mois, j'ai pu avoir le chômage et j'ai pu du coup, on va dire, prendre un peu le temps. Mais le jour où j'ai lancé la photo, c'est littéralement le jour où mon chômage s'est arrêté. Donc là, à partir de Bali, mes premières clientes, le bouche à oreille que j'ai eu à ce moment-là, j'ai pu en vivre plein temps. Et là, pour le coup, j'avais plus de filet de secours, quoi. Donc à part vraiment aussi détresse totale, il y avait la famille, mais j'étais vraiment en mode là, il faut évidemment, j'en vis, il faut que je continue d'en vivre. Donc c'est aussi pour ça que j'ai mis le turbo et que j'étais tellement motivée, parce que j'aimais tellement ça. Donc cette phase-là, en fait, c'était aussi nécessaire parce que j'avais besoin d'argent, j'avais besoin de faire en sorte que ça fonctionne. Et une fois que ça a continué à rouler et que là, ça a commencé à être lancé, que j'ai eu plus de demandes et que du coup, j'avais moins l'inquiétude, on va dire, de l'argent, ce qui est normal, je pense, en tant qu'entrepreneur au départ. Là, après, j'ai pu vraiment me concentrer plus sur qui je veux vraiment toucher, comment je veux vraiment les toucher. Et même si je communiquais déjà assez bien sur ça, j'ai pu être, on va dire, encore plus focus, et surtout, j'ai pu dire non à des choses qui ne m'intéressaient plus et que je savais qui n'étaient pas pour moi. Par exemple, à l'époque, justement, j'ai très vite écarté tout ce qui était produit, tout ce qui était famille, tout ce qui était même couple, justement, à ce moment-là. Et je me suis vraiment focus à fond portrait, parce que c'était ce qui m'inspirait le plus et ce qui m'a fait le plus kiffer. Il faut savoir aussi, quand même, pour le contexte, que moi, j'ai une formation à la base, j'ai fait une école de commerce, donc j'ai une formation à la base qui est plutôt marketing. Bon, on s'emballe pas, parce que les écoles de commerce, ça te forme pas du tout à être entrepreneur. Mais on va dire que ça m'a quand même donné des bases, surtout pour le marketing, sur des questions à me poser. Et dès le départ, j'ai un peu posé ces bases-là quand même. Et surtout, mon pourquoi était très clair. Enfin, je savais ce qui m'habitait à travers ces photos-là. Et j'avais tellement traversé en moi ces premières années, on va dire de vingtaine, à s'accepter, à accepter mon corps, à on va dire, accepter la personne que je suis, de faire tout ce chemin-là, que du coup, la photo a été pour moi, on va dire, un élément qui m'a énormément aidée. Donc, c'était
hyper logique pour moi que de l'offrir parce que ça correspondait complètement à mon histoire et c'était complètement aligné. Donc voilà, ça a été assez clair. Mais en plus, je me suis quand même posé les vraies questions de qui est-ce que je veux toucher, comment je vais les toucher, où est-ce que je peux les trouver, les vraies questions quand même marketing qui aussi aident quand même vraiment à orienter un business, surtout une fois qu'il commence à rouler et qu'on a envie d'être un peu plus précis et qu'on a envie de toucher les bonnes personnes. Donc voilà, en résumé, je suis en effet devenue exigeante après un certain temps, mais c'était après un certain temps, surtout une fois que je suis rentrée en France. À Bali, j'étais déjà hyper alignée de par l'environnement, le contexte. Quand je suis revenue en France, là, j'ai testé tout pour essayer justement de trouver un peu plus ce qui me correspondait ou de valider en tout cas ce qui me correspondait et surtout pour continuer aussi à vivre de ça. Et une fois que ma demande a augmenté et que j'étais de nouveau, on va dire, à fond à ce niveau-là, et là, je suis redevenue exigeante et maintenant, aujourd'hui, je suis dans une phase où je suis en train de faire évoluer tout ça et que je suis en train de vouloir toucher une autre cible. Donc ça, c'est pour une autre vidéo, mais voilà, c'est pour donner, on va dire, un petit peu l'historique. Alors, prochaine question, c'est comment as-tu appréhendé le côté entrepreneurial / indépendante du métier, c'est-à-dire fixer ses prix, gérer son temps, facturation, créer un statut. Ouais, c'est beaucoup tout ça. C'est beaucoup parce que forcément, quand on se lance dans un métier créatif comme la photo, on pense pas forcément à tout l'aspect entrepreneurial qui va avec. Et ça, j'en ai vu beaucoup autour de moi qui étaient très, 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 très bons dans ce qu'ils faisaient, des artistes incroyables ou qui étaient géniaux à justement ce qu'ils offraient, par exemple, tout ce qui est dans la santé holistique et tout ça, mais qui n'étaient pas bons vendeurs du tout, on va dire, ou pas bons en business du tout. Et malheureusement, ça va pour en vivre en tout cas pleinement, je suis convaincue que ça va quand même ensemble et qu'on peut pas passer à côté de l'un ou de l'autre. Je pense qu'on a tous justement des exemples d'artistes où on se dit mais comment ça se fait qu'ils sont pas plus reconnus ou alors au contraire des artistes qui sont genre méga connus et on est en mode mais il y a des gens qui sont tellement mieux que ça, comment ça se fait? Et parce que malheureusement dans le monde comme il fonctionne aujourd'hui, le marketing joue énormément mais la bonne nouvelle c'est que justement si tu apprends on va dire les bases du marketing, tu vas pouvoir aussi du coup vivre de quelque chose qui te fait vraiment vibrer. Et en tout cas pour moi, il y a plein de choses qui m'intéressaient pas dans le côté business, dans le côté entrepreneurial et tout ça avant, mais le fait de le faire pour quelque chose qui me fait autant kiffer et le fait de justement de savoir que ça me permet de vivre de ce que j'aime, ça a donné du sens à toutes ces choses-là et ça m'a permis de me décoincer de ça. Et du coup, d'être vraiment, on va dire, à fond et surtout d'apprendre beaucoup parce que y a énormément à apprendre dans ces domaines-là. Ça peut aussi être trop, surtout au début parce qu'on a l'impression qu'on peut tout savoir, enfin qu'on a besoin de tout savoir pour que ça marche. Et ça, c'est pas forcément le cas. Ça, par contre, je veux vraiment t'encourager à te dire le côté où, à partir du moment où tu as les bonnes bases, c'est-à-dire un service ou un produit qui a beaucoup de valeur et que les gens veulent, déjà, tu peux faire décoller avec ça. Et après, tu feras en sorte de communiquer plus et de faire en sorte que ça se répande plus pour continuer à en vivre, pour faire en sorte que ça continue de grossir et tout ça. Mais la base, c'est vraiment de créer quand même quelque chose qui a de la valeur, créer quelque chose dans lequel aussi que tu crois, dans lequel tu es aligné. Comment j'ai fait tout ça? C'est que moi, j'ai de la chance d'avoir justement quand même mon background qui est en marketing et en business, vu que j'ai fait école de commerce. Mais comme je te disais dans la question précédente, c'est pas forcément ça par contre qui m'a donné les outils parce que en école de commerce on t'apprend pas à être entrepreneur, on t'apprend à être un pion dans une énorme entreprise et à gérer certaines choses vraiment très spécifiques. Mais par contre, ce que ça a fait, c'est que j'avais pas de blocage, on va dire, ou peu de blocage par rapport au fait de vendre, par rapport au fait de faire du marketing. Je savais que c'était une nécessité, je savais qu'on pouvait aussi faire ça tout à fait éthiquement et qu'il n'y a pas besoin, enfin voilà, j'avais pas forcément de fausses croyances par rapport au fait qu'on est forcément une mauvaise personne si on vend quelque chose. Et en plus, j'avais aussi débloqué quand même, on va dire,
le champ des possibles par rapport à un de mes métiers que j'ai eu avant, qui était de bosser en agence de com et où j'avais vendu des contrats. Enfin, j'ai un de mes contrats que j'avais vendu à 150 000 € à l'époque. Et ça, en quelques mois, alors même si c'était évidemment avec la réputation de l'agence et tout ça, pour moi, c'était c'était un truc de ouf, quoi. J'étais en mode de, qu'est-ce qui vient de se passer? Et le fait que j'avais fait ça avant, ça m'a quand même aussi, encore une fois, débloqué le champ des possibles en me disant, si je suis capable de faire ça pour quelqu'un d'autre, dans l'entreprise de quelqu'un d'autre, je vais être capable de le faire pour moi-même. Donc voilà, c'est pour encore une fois donner un petit peu de contexte. Mais franchement, on peut tout apprendre, je vous promets, on peut tout apprendre sur Internet de nos jours. S'il y a tellement d'infos sur beaucoup de choses, je pense que le plus dur, c'est de faire le tri aujourd'hui, et c'est de se concentrer, on va dire, étape par étape sur qu'est-ce qui est important là, aujourd'hui, dans l'étape dans laquelle t'es. Par exemple, au tout début, quand tu veux te lancer, de justement, on va dire, créer la base, et après, tu verras pour le reste. Donc ça, c'est vraiment, j'ai appris sur le tas, j'ai appris en faisant des recherches YouTube, j'ai appris en faisant des recherches Google, et aussi, pareil avec mes autres amis entrepreneurs, on va dire par le contexte. Donc moi, sur place, tu vois, que ce soit à Bali ou que ce soit après, quand je suis allée par exemple au Portugal, j'étais aussi énormément entourée d'entrepreneurs. Donc là, c'est aussi beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions et tout ça, mais ça peut être très bien en ligne aussi à travers des groupes Facebook, des communautés, des groupes... Enfin, il y a tellement de choses aujourd'hui qui sont proposées à ce niveau-là, mais en tout cas, de bien s'entourer pour apprendre, c'est hyper important. J'ai quand même aussi appris à travers des formations, et comme je te disais dans une de mes questions précédentes, pendant le Covid, j'ai été bloquée à la maison de mes parents pendant plusieurs mois, et là je me suis dit que bon, c'était vraiment le moment idéal pour faire, on va dire, des formations un petit peu plus poussées. Et à l'époque, j'ai fait la formation, enfin en tout cas j'ai participé à la plateforme de formation de Sue Bryce. J'en ai déjà parlé plusieurs fois dans d'autres vidéos, mais voilà, je te le remettrai en description, Sue Bryce, c'est un type de photo qui est hyper différent parce que c'est du studio, c'est un contexte hyper différent, mais son business model, on va dire, sa manière de faire les choses m'a énormément aidée. Ça m'a donné beaucoup de bases, justement, ça m'a vraiment aidé à trouver les premières clés, que ce soit par exemple pour le pricing. J'avais commencé, on va dire, à mettre mes prix assez bien, mais je savais pas trop ce que je faisais quand même, parce que personne n'en parle, justement, parce que personne ne donne vraiment les clés à ce niveau-là. En tout cas, côté francophone, beaucoup moins que je trouve côté anglo-saxon. Et du coup, Sue Bryce, sur ça, m'a vraiment donné plein de clés, et surtout un système qui m'a permis de gagner en confiance, parce que son système à elle, c'était de vendre, on va dire, la session, le prix de la session d'abord, et de vendre les photos une fois seulement que tu les as faites. Aujourd'hui, j'ai de nouveau changé ce système-là, donc j'ai pas envie forcément de te donner tout le détail de ça, parce que c'est vraiment en fonction de ce que tu veux faire. Mais en tout cas, elle m'a vraiment aidée aussi mentalement à me comprendre la valeur que la photographie a en général, à comprendre pourquoi quelqu'un dépenserait plusieurs milliers d'euros dans un photoshoot, à comprendre pourquoi justement les photoshoots, ça a cette valeur-là, et comment apporter cette valeur-là, parce que justement un photoshoot, c'est pas que des photos, c'est bien plus que ça. En tout cas, ça devrait être bien plus que ça. Donc voilà, c'est un mélange de pas mal de choses, mais surtout de formation, on va dire, par moi-même, en recherchant les choses par moi-même quand je bloquais sur quelque chose, et aussi de formations payantes qui étaient vraiment adaptées à ce que j'avais besoin à ce moment-là. Là, j'en ai refait une autre il n'y a pas longtemps qui est plus axée, par exemple, sur les couples, mariage et tout ça, vu que maintenant, c'est quelque chose qui me parle grave, alors qu'à l'époque, pas du tout. Donc voilà, ça dépend vachement aussi de ce que tu veux faire, mais je pense que trouver aussi les bons photographes, les bonnes personnes qui t'inspirent au départ, et si ces personnes-là proposent justement des formations, proposent du mentorat, ça peut être une très bonne idée. Sinon, en tout cas, aller chercher les réponses par soi-même sur Internet. Et dernière chose par rapport à ça, la meilleure chose que tu peux faire, c'est de juste commencer, en fait. La meilleure chose que tu peux faire pour ça, c'est de passer à l'action, c'est de commencer justement avec des photoshoots gratuits, limite de parler avec les personnes avec qui tu as fait le photoshoot, de dire comment elle valoriserait ton photoshoot, ou en tout cas de créer une expérience et de te dire, est-ce que tu aurais payé ce prix-là pour le photoshoot, commencer comme ça, et puis après, une fois que tu commences à avoir tes premiers clients, là, apprendre de ça
ça à chaque fois et en fait faire évoluer. Enfin, moi, j'ai dû changer ma liste de prix. Ça fait 5 ans, je suis sûre que je l'ai changé au minimum 2 fois par an pour justement adapter par rapport au changement, moi, que je faisais interne. Et encore, on peut la changer encore plus que ça, c'est complètement normal. Donc vraiment, passer à l'action, ne pas rester coincé dans sa tête, mais juste essayer et trouver justement, en trouvant tes premiers clients, tu auras beaucoup, beaucoup de réponses. Et juste pour le côté vraiment purement technique, par exemple, du statut, juste parce que je sais que c'est quand même aussi important des fois d'avoir, on va dire, des réponses claires sur ça. Moi, j'ai commencé en tant qu'auto-entrepreneur, en tout cas en France. Et une fois que j'ai dépassé le seuil en fait d'auto-entrepreneur où après tu dois payer la TVA dans tous les cas, là je suis passée en SARL en sachant que je sais pas encore si ça c'était une bonne idée ou pas parce que là je suis en train de clôturer ma SARL et c'est beaucoup plus compliqué. Ça tu vois, personne me l'avait dit, c'est beaucoup plus compliqué que ce que je croyais et surtout ça coûte plus d'argent aussi que ce que je croyais. Donc voilà, ça c'est pour on va dire le côté plus pratico-pratique, mais en tout cas on a de la chance d'avoir le statut auto-entrepreneur au début en France qui est très simple. Donc je te conseille de commencer avec ça et puis tu verras après pour le reste. J'ai dû changer de ma batterie, mais on est de retour. La question d'après que Noémie me posait, c'est comment est-ce que j'ai géré le pricing au début. Donc justement mon guide des prix. Alors j'en ai parlé un petit peu dans la question précédente, mais j'ai commencé, on va dire, en tâtonnant. C'est-à-dire que mes premiers prix, je me souviens même pas comment j'ai fait. Je crois pas avoir regardé trop justement les concurrents et tout ça parce que je savais déjà que je croyais pas trop dans ça. Je savais déjà que pour moi le plus important c'était la valeur que j'apportais et j'avais déjà assez confiance quand même dans mes compétences. Faut encore une fois penser qu'en termes de contexte, je partais pas de zéro en termes de photo, donc je pense que ce sera différent pour quelqu'un qui vraiment part de complètement zéro et est en train d'apprendre la photo, on va dire à l'élément zéro. Moi ça faisait quand même des années que je faisais beaucoup de photos tout autour du monde. Je me photographiais plus moi que je photographiais les autres parce que j'étais plus en mode blogueuse justement que photographe. Mais du coup, je pense que mes compétences à l'époque, même quand je revois mes photoshoots de l'époque, honnêtement, je les trouve chouettes. Enfin, je suis pas en mode genre qu'est-ce que j'ai fait non, j'en suis encore vraiment fière. J'en suis encore... alors oui, il y a quand même beaucoup de choses sur lesquelles j'ai évolué. Il y a plein de choses que j'ai changées, mais j'aime encore réellement ces photos-là. Donc j'avais déjà les compétences, on va dire, qui était déjà assez bonne. Donc j'ai pas commencé à un prix genre il y en a plein qui vont commencer les séances photo à genre 150, 200. Je crois que mes premiers prix étaient peut-être à 500 ou 700 pour justement peut-être 50, 70 photos, quelque chose comme ça. Donc après ça a quand même beaucoup évolué aussi. Mais ces premiers prix-là, ça m'a permis justement de donner de la valeur à mon travail dès le départ. Ça m'a permis de voir que justement ça fonctionnait et qu'avec les bonnes personnes, la bonne cible, elle valorisait justement ces photos-là. Et même encore aujourd'hui, mes premières clientes, elles m'en reparlent encore. J'ai une d'entre elles qui est en mode genre « Ah, j'ai jamais retrouvé » parce qu'elle était justement british. Donc elle m'a dit « J'ai jamais retrouvé quelqu'un qui a pris des photos comme toi et tout ça. » Donc c'est trop chou et ça prouve que déjà à l'époque, l'expérience que j'apportais, c'était vraiment ce qui était le plus important pour moi. Et c'était ça qu'elle avait vraiment adoré et qu'elle avait valorisé et que justement à cette époque-là, le fait que je pouvais déjà mettre mes prix à ce niveau-là, donc on va dire en moyenne 500, 700, et c'est aussi ça qui m'a fait me dire je peux en vivre. Parce que si j'avais commencé à 200, j'étais en mode genre comment je vais faire? Parce qu'à ce moment-là, ça veut dire qu'il faut trouver des dizaines et des dizaines de personnes pour pouvoir en vivre en fonction de là où tu habites aussi. C'était ça l'avantage de Bali aussi, c'est que le coût de la vie était quand même assez bas. Maintenant que je suis en Californie, c'est une autre histoire, vous pouvez imaginer. C'est là maintenant, il faut que mes photoshoots justement ils soient à un certain niveau, ou même quand je voyageais beaucoup, il fallait qu'ils soient à un certain niveau pour pouvoir avoir ce mode de vie là et pour pouvoir justement aller shooter les personnes aux quatre coins du monde. Donc c'est vraiment ça dépend aussi beaucoup justement de tes coûts et ça c'est vraiment la base à faire, c'est de calculer on va dire ton coût de business. Et ça il y a plein de manières de le faire, on va dire tu vas trouver en ligne plein de choses pour t'aider à faire ça, mais en tout cas de calculer tout ce qui va dans tes coûts, tes futurs coûts que tu imagines justement pour ton business, et aussi tes coûts de vie. Et en fait déjà de baser on va dire ton taux horaire par rapport à ça, c'est hyper important.
À l'époque, je savais pas encore assez sur ça, mais j'avais une notion de je préfère faire de la qualité que de la quantité. Donc j'avais une notion que je voulais pas faire des photoshoots aussi peu chers, mais que j'allais apporter plus de valeur que d'autres photographes par l'expérience et que justement j'allais mettre mes photoshoots plus chers pour pouvoir avoir une expérience complète, pour pouvoir passer plus de temps avec la personne et que justement elle valorise plus ce qu'on fait ensemble et pour pouvoir du coup avoir à trouver moins de clients. Parce que c'est aussi ça aussi, c'est qu'il faut les trouver, quoi. Les genre, si tu fais des photoshoots à genre 200 €, faut les trouver, les 20 clients que tu as besoin par mois pour pouvoir en vivre. C'est beaucoup plus compliqué de trouver justement 20 clients par mois qu'être hyper niche, de cibler les personnes qui valorisent ton travail et de trouver quelques personnes, mais qui vont vraiment valoriser ce que tu fais et qui vont être trop contentes de l'expérience parce qu'elles n'auraient jamais imaginé justement pouvoir avoir ça. Parce que pas tout le monde ne pense à créer quelque chose comme ça. Donc c'est mon premier conseil, c'est vraiment ça, c'est de créer une expérience complète, de créer, on va dire, d'apporter de la valeur à fond, en fait, d'apporter de la valeur à fond dans ce que tu fais et de pas penser que être photographe, c'est juste faire des photos, parce que c'est pas du tout ça. C'est un service entier. Et en fait, comment tu veux créer ce service-là et qu'est-ce que tu veux apporter comme valeur, c'est vraiment ça, les questions à se poser et pas seulement combien pour tant de photos, c'est combien, parce que au fond, c'est pas vraiment ça la question. Donc ça, voilà, c'est mes conseils, on va dire, pour le commencer et pour évoluer. En fait, ça va évoluer avec la demande. C'est qu'une fois que tu commences, on va dire que tu as ton prix de base par rapport à tes coûts de vie, par rapport à tes coûts de business et aussi par rapport à la valeur que tu apportes, une fois que tu as ça, quelle est ta demande, tu vois ? Au début, j'allais pas commencer avec les prix que j'ai aujourd'hui parce qu'au début, justement, j'avais peu de personnes. Donc, une fois qu'après, j'ai commencé à être connue pour ce que je faisais, que j'ai commencé à avoir de plus en plus de clientes, là, j'ai pu commencer à augmenter mes prix et en même temps, et à continuer à augmenter ma valeur parce que plus je gagne en expérience, plus ma valeur augmente naturellement aussi parce que je deviens meilleure à ce que je fais, je le fais plus efficacement. Donc, c'est aussi normal que la valeur de mes photoshoots augmente. Donc, voilà, ça prend du temps. Mais c'est aussi hyper satisfaisant et je pense que y a une boussole qui est hyper importante, c'est quand tu as tes clients, est-ce que tu repars du photoshoot justement drainé en disant ou même quand tu le vends, au moment où tu le vends, est-ce que tu repars un peu drainé en disant genre ça va être tellement taf pour ça. Ça, c'est une bonne boussole pour dire ça veut dire que tu apportes trop par rapport au prix que tu offres parce qu'il faut que tu sentes que c'est en fait un échange d'énergie égal et que tout ce que tu apportes, tout ce que tu mets comme énergie dans ce que tu fais est, on va dire, restitué monétairement parlant. Donc ça, c'est une bonne boussole aussi pour se poser cette question-là. Ok, alors prochaine question importante aussi, c'est quelles ont été mes plus grandes difficultés dans ma carrière jusqu'ici. Et il y en a eu quelques-unes quand même, hein. On va pas croire que tout est beau, tout est rose tout le temps. Alors je suis hyper épanouie dans ce que je fais, évidemment. Je ne changerai ça pour rien au monde et je compte bien essayer de le maintenir pour toujours. En tout cas, de le faire évoluer à ma manière. Mais il y a forcément des difficultés qui viennent avec. Il y a des problèmes, qu'on soit employé ou qu'on soit entrepreneur, il y a des problèmes. C'est plutôt quel problème tu préfères avoir. C'est un peu ça la question que moi je me suis posée au départ et je me suis dit je préfère largement les problèmes de l'entrepreneuriat. On va dire que la plus grande difficulté, la première qui m'est venue à l'esprit, ça a été déjà de trouver un moyen de relancer le business pendant le Covid. Comme je t'en ai parlé dans une des questions précédentes, j'ai découvert enfin ce que je voulais faire et ce qui me faisait kiffer en 2019, littéralement juste avant le Covid. Et c'était vraiment déprimant un peu pour moi sur le moment parce que j'étais en mode, je suis trop contente, ça fait 5 ans que je cherche, mais genre vraiment très activement ce qui me correspond et j'ai enfin trouvé ce qui me correspond. Et là, il y avait le confinement et puis surtout aucune idée de comment l'économie allait évoluer, de comment les choses allaient évoluer, si on allait pouvoir ressortir. Et évidemment, photographe, c'est très difficile de faire ça sans pouvoir aller voir les gens. Donc voilà, ça a été, on va dire, la plus grosse difficulté au départ. C'était trouver comment maintenir mon business, comment continuer à le faire évoluer alors que je venais de le commencer en plein Covid.
Et bon, moi, ma solution à l'époque, ça a été, comme je te l'ai dit dans une question précédente aussi, ça a été de faire le tour de France. Ça a été d'aller chercher les gens une fois que qu'on pouvait de nouveau voyager, évidemment. Donc ça a été, je crois, 3-4 mois après le premier confinement. Et j'ai fait ça aussi pendant 3-4 mois. Aujourd'hui, franchement, j'y repense, je me dis, mais des fois, j'ai des idées. Je sais pas d'où elles me sortent. Et en même temps, c'était la meilleure idée possible. En vrai, tu sais d'où elle me sort? C'est le truc le plus mais bizarre possible. C'est ma mère, un jour, elle s'est réveillée. Et elle m'a dit, j'ai fait un rêve, tu voyageais genre avec je crois que c'était une Kangoo. Tu voyageais avec une voiture Kangoo aménagée, comme ça, et genre tu kiffais ta life, quoi, tu vois. Et je sais pas pourquoi, ça a planté une graine, et je me suis dit, mais ouais, en fait, ça faisait super longtemps que j'avais envie de faire la van life, donc clairement, je n'avais pas de van. J'étais en mode, je vais faire la Twingo life. J'étais en mode, est-ce que je peux voler votre voiture pendant genre 2-3 mois? Donc là encore, c'était quand même aussi de la chance de pouvoir avoir cette voiture-là. Mais c'était quand même une toute petite Twingo et je suis partie à l'aventure avec ça et je me suis dit, c'est la meilleure manière que je peux relancer tout ça parce qu'au moins, je peux créer un peu, on va dire, cet enthousiasme des personnes qui me suivent de se dire, ah ben, elle voyage, elle est en route, elle vient dans ma ville, du coup, il faut que je fasse ce photoshoot avec elle maintenant et ça a été la meilleure des idées que j'ai eues par rapport à ça. Et ça a grave relancé du coup les choses. Et la deuxième chose, d'ailleurs pendant le Covid, c'était quand je suis partie au Mexique. Je suis partie au Portugal et je suis partie au Mexique. En fait, j'avais aussi du coup assez mis d'argent de côté pour pouvoir repartir. Et là, la question que je me suis vraiment posée, parce que les confinements continuaient, c'était dans quel pays je vais être plus libre. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas ? Chacun sa réflexion par rapport à ça. Je l'ai fait, voilà. Mais quand je suis partie au Portugal parce que le Portugal était beaucoup plus flexible et je suis partie au Mexique parce que c'était un des seuls endroits du monde qui justement était aussi beaucoup plus flexible. Et d'ailleurs, il y avait un phénomène au Mexique qui était assez incroyable à ce moment-là parce que justement, tous les entrepreneurs qui d'habitude étaient à Bali, qui d'habitude étaient au Portugal, qui d'habitude étaient dans plein d'autres pays, sont partis au Mexique au même moment. Et du coup, forcément, pour moi, qui visais beaucoup les entrepreneurs, encore une fois, les digital nomades ou les entrepreneurs dans la santé holistique et tout ça, c'était parfait parce que tout le monde était déjà sur place. Donc, ça a été aussi une très, très bonne idée, même si c'était assez risqué parce que pour le coup, je me souviens quand je suis partie au Mexique, j'avais pas beaucoup d'argent de côté. Mais voilà, ça s'est très bien enchaîné et j'ai eu beaucoup de chance sur place avec le bouche à oreille. Ça a fonctionné, donc bon, ça s'est bien passé pour moi. Tout va bien. Je dirais qu'une des autres grandes difficultés par rapport à mon métier, par rapport à ce que je fais, c'est aussi la comparaison. Je pense que on nous a beaucoup nourris, surtout dans le monde artistique, dans le monde créatif, à le fait que justement un état d'esprit de rareté, de le fait que justement il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont des métiers créatifs, il n'y a pas beaucoup de personnes qui deviennent artistes et qui peuvent en vivre, et du coup ça crée ce phénomène d'avoir peur d'être à côté de la plaque, d'avoir peur d'être en concurrence et que quelqu'un te vole ta place. C'est très difficile de se détacher de ça, et ça c'est vraiment quelque chose où j'y travaille constamment, et je pense que moi, se créer l'environnement, encore une fois, qui est idéal pour soi, c'est hyper important. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai suivi aucun photographe où j'ai un compte spécial. Bon, le compte justement où je vais poster ces questions, c'est le compte où justement je suis tous les photographes et j'y vais que quand j'ai envie d'être inspirée, j'y vais que quand j'ai le bon état d'esprit et que je vais pas me comparer à gogo et que du coup je vais pas me déprimer toute seule parce que comme n'importe quel métier, je pense que et encore plus parce que je pense que c'est visuel, donc c'est très facile de se comparer et en fait c'est pas juste. Parce qu'on se compare à des personnes qui font peut-être ça depuis justement 5, 10, 15, 20, 30 ans et qui ont beaucoup plus d'expérience ou qui ont eu une histoire différente et qui sont très doués dans la manière des choses, de la vision qu'ils ont, où il y a plein de raisons en fait. Et c'est pas juste envers soi-même de se comparer, mais c'est très difficile de se détacher de ça parfois. Et c'est aussi très compliqué quand on voit ou qu'on a l'impression en tout cas qu'on est copié, qu'on a l'impression qu'on est vu que c'est quelque chose aussi où c'est notre bébé, où c'est quelque chose qui est hyper personnel parce que on a l'impression que justement on crée tout de A à Z et d'une certaine manière oui,
d'une certaine manière, aucune idée est purement originale. Enfin, aucune idée est vraiment la nôtre. On s'inspire tous de d'autres choses, d'autres personnes, mais parfois la ligne est fine entre inspiration et copie. Et du coup, voilà, c'est difficile des fois de se détacher de ça et d'avoir des personnes proches de soi, qu'on a l'impression que parfois, justement, le travail est un peu trop semblable, ce genre de choses. Et ça, c'est quelque chose où, mentalement, je dois y travailler pour être vraiment toujours dans un état d'esprit d'abondance et c'est pas grave, c'est un compliment. Au pire, même si j'ai l'impression qu'il y a de la copie ou que peu importe, c'est un compliment. Et de pas prendre ça trop personnellement, parce que sinon on passe sa vie à ça, et cette énergie-là, vaut mieux l'utiliser pour autre chose que de la mettre dans quelque chose de négatif comme ça, parce que de toute façon on peut pas arrêter ce genre de choses-là, où c'est très difficile, à part si vraiment c'est du vol de photos, ce genre de choses, hein. Mais si c'est de la copie, si c'est en tout cas des choses comme ça, on peut pas arrêter ça, donc autant s'en détacher, parce que sinon on se prend la tête H24. Et puis dernière grande difficulté, je suis en train de la vivre en ce moment, c'est-à-dire que je suis dans un tout nouveau pays où j'ai besoin de relancer toute mon activité plus ou moins de zéro, dans une nouvelle langue, parce que j'ai quand même majoritairement shooté des Français, même si j'ai eu aussi quelques personnes internationales, j'ai quand même majoritairement shooté des Français, donc mon réseau est majoritairement francophone. Et en plus, vu que c'était pas assez, je me sentais plus trop alignée avec certaines choses que je faisais, et même si j'ai très très envie que les portraits restent une grosse partie de ce que je fais, j'ai très très envie en ce moment, je me sens hyper inspirée par le côté plus couple, par le côté elopement, donc les petits mariages hyper intimes et tout ça, et voire même les mariages. Ça, on y réfléchit encore, mais je pense que ça sera peut-être une option aussi, parce que c'est aussi dans la phase dans laquelle je suis dans ma vie, que je me suis mariée, que je suis aussi du coup hyper épanouie et heureuse en couple, et que c'était pas le cas avant, et que du coup c'était pas quelque chose qui m'intéressait, et que maintenant c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup plus, et que j'ai aussi envie de documenter, que j'ai envie de créer des choses avec ça, parce qu'il y a tellement de beauté dans ces souvenirs-là. Donc là, c'est une toute nouvelle phase avec plein d'excitation qui va avec, et beaucoup aussi de peur, parce que forcément c'est tout nouveau, et du coup je pourrais vous parler de cette phase-là dans quelques mois, parce que là je suis en plein dans le genre vas-y, on y va, on rame, on fonce, on a le feu aux fesses, donc là je suis à fond dedans. Et puis ça, je pourrais aussi vous partager mon parcours avec ça si ça vous intéresse, parce que je pense que c'est hyper intéressant de voir comment j'ai réussi dans une niche avant hyper spécifique, et est-ce que ce sera le cas aussi dans une autre niche, d'une autre manière, même si évidemment j'y crois et que j'ai pas trop de doutes malgré tout, il y a aussi beaucoup de peurs qui vont avec, donc voilà, on va dire que là je suis en plein dedans, et du coup on verra comment ça se passe. Ok, dernière question de Noémie, c'est quels sont tes plus grands conseils pour se lancer, et quelles sont les ressources en tout cas les plus intéressantes qui pourraient l'aider aussi. Il y a tellement de choses, c'est un truc de ouf. En fait, plus je partage et plus je me rends compte qu'il y a tellement de choses, et il y a tellement de couches et de sous-couches, que en vrai, même sur chaque sujet, je pourrais faire une vidéo. Et peut-être que ça va m'inspirer à faire ça. En vrai, je suis hyper curieuse de voir où est-ce que ça nous mène. Mais j'ai quand même noté quelques grands points. Donc le premier, c'est commencer sans attache. Et c'est tenter plein de choses. Donc ça, je te l'ai déjà répété plusieurs fois. Je te l'ai déjà dit. C'est vraiment commencer justement avec des photoshoots gratuits, commencer à shooter plein de choses différentes, commencer sans imaginer vraiment justement où est-ce que ça va mener. Et juste pour le kiff en fait. Juste pour le kiff, parce que c'est un métier passion. Et si t'es pas passionné... Franchement, n'importe quel truc entrepreneurial, je pense que si on n'est pas passionné, je sais pas comment on peut tenir. Franchement, je sais pas, parce qu'il y a tellement de difficultés qui vont avec aussi, avec l'incertitude, avec... en fait, ça nous challenge à tous les niveaux, et puis ça nous challenge personnellement aussi, parce qu'on se remet énormément en question soi-même. Son business, c'est pas que son business, c'est soi quand on fait de la photo. En tout cas, de la manière pour l'instant dans laquelle je la fais, où mon business est hyper attaché à mon nom, et c'est plus du freelance que vraiment quelque chose où j'engage, je suis avec toute une équipe et tout ça, je suis plus par rapport je suis plus que moi-même, quoi. Bref, j'ai l'impression que moi, on va pas parler la France, mais t'as compris. Et du coup, il y a tellement de difficultés que je pense que c'est obligé, qu'il faut être passionné par rapport à ça. Et si t'es passionné, du coup, ça veut dire que t'es capable de faire ça
sans avoir un prix derrière. Et moi, enfin, je sais que même encore aujourd'hui, justement, j'ai refait quelques photoshoots gratuits parce que je veux me lancer dans les couples et que j'avais peu de photos de ça et tout ça, alors que je sais la valeur de mon travail, alors que je sais que je peux vendre ce travail à un certain prix, mais juste pour le kiff et le fait de le faire sans attache et avoir les retours par rapport à ça sans être forcément justement dans un échange monétaire, je pense que c'est hyper important de commencer comme ça parce que ça te permettra de vraiment trouver qu'est-ce qui te met en joie, qu'est-ce qui te fait kiffer, et puis qu'est-ce que aussi tes clients kiffent, quelles sont les personnes avec qui tu résonnes le plus. Voilà, en tout cas, commencer sans attache et surtout foncer, faire plein de choses, essayer plein de trucs, vraiment pas se mettre de limites et y aller à fond à ce niveau-là. La deuxième chose, c'est, j'en ai aussi déjà parlé, c'est trouver des personnes qui t'inspirent, des photographes, des vidéastes, d'autres entrepreneurs créatifs qui, on va dire, sont plusieurs années en avance de toi et d'années d'expérience aussi et qui du coup peuvent te donner des clés, peuvent te donner des conseils. Enfin, du coup là, si je parle typiquement à Noémie, ce qu'elle fait, c'est parfait parce que justement, elle m'a contactée directement pour avoir des clés et je suis sûre qu'elle a contacté aussi d'autres photographes pour avoir aussi différentes perspectives. Et ça, c'est vrai que moi, le fait de parler anglais, je suis désolée pour ceux qui aiment pas l'anglais, mais le fait de parler anglais, ça m'a ouvert des portes énormes et parce qu'il y a tellement plus de ressources en anglais qu'en français et c'est pour ça que d'une certaine manière de donner en retour c'est quelque chose qui me parle, voilà, de parler de tout ça, de potentiellement partager aussi ce que j'ai appris parce que moi je suis tellement reconnaissante en fait de par exemple à Soubrise comme je vous disais ou certaines autres personnes que je suis sur les réseaux qui m'ont tellement appris, qui m'ont tellement apporté des podcasts, mais tout ce que je suis c'est en anglais et du coup je suis tellement reconnaissante de ça et je me dis en français je sais qu'il y a beaucoup moins de choses. Je suis sûre qu'il y en a. C'est vrai que peut-être que je le connais moins aussi parce que j'ai plus dérivé côté anglo-saxon. Mais je crois qu'il y en a quand même beaucoup moins. Donc limite, un de mes conseils, c'est d'apprendre l'anglais pour pouvoir comprendre justement la majorité des vidéos ou en tout cas de ne pas hésiter à aller sur les ressources anglaises. Aujourd'hui, on a la chance avec l'intelligence artificielle. On peut avoir la traduction automatique et tout ça et du coup, ça devient de moins en moins un problème. Donc en tout cas, de oser aller chercher ces ressources-là aussi du côté anglo-saxon parce qu'il y en a tellement. Et d'ailleurs je pourrais vous partager si vous voulez certains de mes créateurs préférés, je crois que je l'avais fait dans une vidéo avant mais je retrouverai ça et je vous le repartagerai en commentaire si ça vous intéresse, vous me direz. Mais ça c'est hyper important parce qu'encore une fois ça nous donne aussi le feu, le boost et en même temps de trouver l'équilibre aussi, de pas être tout le temps là-dedans pour pas être tout le temps dans la comparaison aussi. Donc c'est un équilibre à trouver. Et ça va un peu sur mon conseil justement d'après qui est d'avoir le meilleur environnement possible, en tout cas quand tu te lances. Et ça va à la fois avec ton environnement physique qui est justement d'être potentiellement, si tu peux, entouré d'entrepreneurs, entouré de personnes en tout cas qui sont dans la même phase que toi ou d'être dans un environnement où tu sais que ta cible par exemple, y a énormément de ces personnes-là là où tu es ou si ça c'est pas possible, de l'être au moins virtuellement et c'est-à-dire d'aller suivre les personnes justement qui t'inspirent, que ce soit d'ailleurs on va dire dans la photo mais aussi dans l'entrepreneuriat en général. Moi je suis aussi énormément de personnes qui sont juste entrepreneurs dans plein d'autres domaines mais qui m'apportent énormément pour l'appliquer dans mon domaine à moi et aussi comme je t'en ai déjà parlé dans une autre question, c'est de joindre des communautés, des groupes Facebook, voilà, des événements, des retraites, des choses comme ça où tu vas avoir ce boost d'énergie qui va te donner un élan d'inspiration et qui va te dire ouais c'est possible et puis à travers tes clientes évidemment et tes clients tu auras aussi ça donc évidemment passer à l'action ça reste mon conseil numéro 1 et puis l'environnement de malgré tout, comme je te disais, trouver l'équilibre et pas de suivre 10 milliards de personnes non plus qui vont te déprimer et sur lesquelles tu vas te comparer ou de faire comme moi et de le faire depuis un autre compte, comme ça tu y vas seulement quand tu es dans le bon état d'esprit et ça je pense que c'est le meilleur conseil par rapport à ça. Et finalement, le dernier conseil, pareil, j'en ai déjà pas mal parlé, donc je vais pas m'étendre, mais c'est vraiment de prendre conscience que tu n'offres pas que des photos, que c'est un service complet, que c'est une expérience complète et que du coup c'est hyper important de penser à chaque étape de l'expérience client parce que beaucoup de personnes négligent ça alors qu'en fait c'est ça qui fait revenir les personnes, c'est ça qui fait que les gens s'attachent à toi en particulier, c'est la manière dont tu vas être avec eux de A à Z, la manière dont tu vas communiquer dans tes emails,
les logiciels que tu vas utiliser pour leur envoyer leur facture, ça va être la manière dont justement tout est fluide, ça va être la manière dont tu t'exprimes le jour du photoshoot, ça va être la manière dont tu leur envoies un petit message pour les remercier après le photoshoot, de combien de temps tu vas mettre pour leur rendre les photos, de justement la qualité de tes retouches et est-ce que tu vas prendre en compte ce qu'ils t'ont dit ou pas, est-ce que tu vas leur révéler les photos en face à face, est-ce que tu vas leur envoyer un lien, est-ce que tu envoies sur une galerie. Il y a tellement d'éléments, je suis désolée si ça paraît beaucoup, mais parce que en fait l'expérience client c'est vraiment pas que je prends des photos et j'envoie des photos, en tout cas pas si tu veux valoriser tes photoshoots à un niveau auquel tu vas pouvoir vraiment vivre de cette passion-là. En vrai, si tu penses n'importe quel métier, enfin même si tu vas te faire les ongles, c'est con hein, mais imagine d'aller comparer à tu vas dans un salon de manicure et la personne te dit à peine bonjour, tu t'assois, genre ça pue parce que justement tous les produits sont sortis, sont pas rebouchés, machin, ça a l'air un petit peu sale, il y a pas de musique, la personne qui te parle, te parle à moitié. Alors peut-être qu'elle va te faire genre les meilleurs ongles du monde, hein, mais en vrai, je pense que si t'as pas l'expérience qui va avec, en tout cas, tu vas pas forcément le recommander. Peut-être que tu vas y revenir si vraiment les ongles sont ouf, mais tu vas pas forcément le recommander. Et surtout, si tu trouves quelqu'un d'autre qui te fait à la fois les ongles de ouf, mais qui en plus t'arrive, il y a une petite musique, il y a une petite odeur qui est sympathique, la personne est hyper sympa, t'ouvre la porte, à la fin, elle te donne limite un petit bonbon et machin. Enfin, on n'y pense pas à ces choses-là, mais c'est ça qui fait vraiment la différence dans un service. Et c'est ça qui va vraiment faire la différence entre quelqu'un qui va vraiment, je pense, pouvoir vivre pleinement de ce qu'il fait et quelqu'un qui va justement survivre, on va dire, en faisant le plus possible. C'est vraiment privilégier la qualité avant la quantité. Et voilà. J'espère que ça t'aidera, j'espère que ça répondra à tes questions et puis j'espère que ça aidera du coup d'autres personnes qui potentiellement auront regardé ces vidéos. Je sais que j'ai eu pas mal d'autres questions de photographes au fil des années auxquelles j'ai essayé de répondre, mais en ce moment je me sens grave l'élan d'inspiration de continuer à faire ces vidéos-là. Donc si tu as d'autres questions ou si vous, en général, vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire ou à justement m'envoyer un message privé avec une liste et comme ça, je pourrais avoir le sujet de ma prochaine vidéo. Mais en tout cas, j'ai grave kiffé revenir, même si j'ai plus de salive et même si j'ai toujours l'impression de parler trop, mais au moins, je sais que voilà, j'ai partagé beaucoup de choses qui me tenaient à cœur et partagé, on va dire, le plus important. Et puis, j'espère que je vous ai pas perdu en route, donc vous me direz ça. Si vous êtes toujours là, pour ceux qui sont sur YouTube d'ailleurs, mettez-moi un petit... une petite licorne, tiens, une petite licorne en commentaire pour voir qui a suivi jusqu'au bout. Et puis pour ceux qui sont sur Instagram, n'hésitez pas à me donner des prochaines idées pour les prochaines vidéos. Et en tout cas, merci à tous. Je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'aimer cette vidéo si vous en voulez plus justement. Et à tout bientôt. Ciao!